Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Dans le cadre de la playlist et du projet Passe ton bac en 2024, je me suis engagée auprès de vous et de moi-même à vous lire toutes les œuvres au programme du bac 2024 qui sont libres de droit. Donc, je me réserve encore le choix de lire ou non les pièces de théâtre parce que ça va être un petit peu plus complexe à monter que la lecture d'un simple roman. Mais aujourd'hui, je vous propose la lecture de La peau de chagrin de Honoré de Balzac, qui est un roman qui est paru en 1831. Donc La peau de chagrin, je ne vais pas vous faire un résumé de ce que c'est, mais ça fait partie de la comédie humaine où Honoré de Balzac a regroupé un ensemble de plus de 90 ouvrages, romans, nouvelles, contes et essais de genre réaliste, romantique, fantastique ou philosophique et dont l'écriture s'échelonne de 1929 à 1850. Par cette œuvre, Balzac veut faire une histoire naturelle de la société, explorant de façon systématique les groupes sociaux et les rouages de la société, afin de brosser une vaste fresque de son époque susceptible de servir de référence aux générations futures. Donc c'est réparti en 3 grands ensembles, études de mœurs, études philosophiques et études analytiques. Ça ferait partie éventuellement des études philosophiques, la peau de chagrin, en tout cas dans 2 éditions de l'époque de Balzac. En termes de découpage, si je ne me trompe pas, donc j'ai un e-book qui compte 130 pages et la peau de chagrin est divisée en 3 parties plus un épilogue. D'abord le talisman, ensuite la femme sans cœur, ensuite l'agonie et l'épilogue. L'épilogue qui est très court. Donc on se retrouve tout de suite pour La peau de chagrin. Je vous souhaite une bonne écoute. La peau de chagrin, Honoré de Balzac, la comédie humaine, étude philosophique. À Monsieur Savary, membre de l'Académie des sciences. Le talisman. Vers la fin du mois d'octobre dernier, le jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient, conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom de numéro 36. « Monsieur, votre chapeau, s'il vous plaît !» lui cria d'une voix sèche et grondeuse un petit vieillard blême accroupi dans l'ombre, protégé par une barricade, et qui se leva soudain en montrant une figure moulée sur un type ignoble. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle ? N'est-ce pas plutôt une manière de conclure un contrat infernal avec vous en exigeant je ne sais quel gage ? Serait-ce pour vous obliger à garder un maintien respectueux devant ceux qui vont gagner votre argent ? Est-ce la police tapie dans tous les égouts sociaux qui tient à savoir le nom de votre chapelier ou le vôtre si vous l'avez inscrit sur la coiffe ? Est-ce enfin pour prendre la mesure de votre crâne et dresser une statistique instructive sur la capacité cérébrale des joueurs ? Sur ce point, l'administration garde un silence complet. Mais, sachez-le bien, à peine avez-vous fait un pas vers le tapis vert, déjà votre chapeau ne vous appartient pas plus que vous ne vous appartenez à vous-même. Vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre coiffe, votre canne et votre manteau. À votre sortie, le jeu vous démontrera, par une atroce épigramme en action, qu'il vous laisse encore quelque chose en vous rendant votre bagage. Si toutefois vous avez une coiffure neuve, vous apprendrez à vos dépens qu'il faut se faire un costume de joueur. L'étonnement manifesté par l'étranger quand il reçut une fiche numérotée en échange de son chapeau, dont heureusement les bords étaient légèrement pelés, indiquait assez une âme encore innocente. Le petit vieillard, qui sans doute avait croupi dès son jeune âge dans les bouillants plaisirs de la vie des joueurs, lui jeta un coup d'œil terne et sans chaleur, dans lequel un philosophe aurait vu les misères de l'hôpital, les vagabondages des gens ruinés, les procès-verbaux d'une foule d'asphyxie, les travaux forcés à perpétuité, les expatriations au Guazacualco. Cet homme, dont la longue face blanche n'était plus nourrie que par les soupes gélatineuses de Darcey,
présentant la pâle image de la passion réduite à son terme le plus simple. Dans ses rides, il y avait trace de vieilles tortures. Il devait jouer ses maigres appointements le jour même où il le recevait. Semblable aux rosses sur qui les coups de fouet n'ont plus de prise, rien ne le faisait tressaillir. Les sourds gémissements des joueurs qui sortaient ruinés, leurs muettes imprécations, leurs regards hébétés, le trouvaient toujours insensible. C'était le jeu incarné. Si le jeune homme avait contemplé ce triste Cerbère, peut-être se serait-il dit « Il n'y a plus qu'un jeu de cartes dans ce cœur-là ». L'inconnu n'écouta pas ce conseil vivant, placé là sans doute par la Providence, comme elle a mis le dégoût à la porte de tous les mauvais lieux. Il entra résolument dans la salle où le son de l'or exerçait une éblouissante fascination sur les sens en pleine convoitise. Ce jeune homme était probablement poussé là par la plus logique de toutes les éloquences de Jean-Jacques Rousseau, et dont voici, je crois, la triste pensée. Oui, je conçois qu'un homme aille au jeu, mais c'est lorsque, entre lui et la mort, il ne voit plus que son dernier écu. Le soir, les maisons de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l'effet est assuré comme celui d'un drame sanguinolent. Les salles sont garnies de spectateurs et de joueurs, de vieillards indigents qui s'y traînent pour s'y réchauffer, de faces agitées, d'orgies commencées dans le vin et prêtes à finir dans la scène. La passion y abonde, mais le trop grand nombre d'acteurs vous empêche de contempler face à face le démon du jeu. La soirée est un véritable morceau d'ensemble où la troupe entière crie, où chaque instrument de l'orchestre module sa phrase. Vous verriez là beaucoup de gens honorables qui viennent y chercher des distractions et les payent comme ils paieraient le plaisir du spectacle, de la gourmandise, ou comme ils iraient dans une mansarde acheter à bas prix de cuisants regrets pour 3 mois. Mais comprenez-vous tout ce que doit avoir de délire et de vigueur dans l'âme un homme qui attend avec impatience l'ouverture d'un tripot ? Entre le joueur du matin et le joueur du soir, il existe la différence qui distingue le mari nonchalant de l'amant pâmé sous les fenêtres de sa belle. Le matin seulement arrive la passion palpitante et le besoin dans sa franche horreur. En ce moment, vous pourrez admirer un véritable joueur, un joueur qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé, tant qu'il était rudement flagellé par le fouet de sa martingale, tant il souffrait, travaillé par le prurite d'un coup de 30 et 40. À cette heure maudite, vous rencontrerez des yeux dont le calme effraie, des visages qui vous fascinent, des regards qui soulèvent les cartes et les dévorent. Aussi, les maisons de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l'ouverture de leurs séances. Si l'Espagne a ses combats de taureaux, si Rome a eu ses gladiateurs, Paris s'enorgueillit de son palais royal, dont les agaçantes roulettes donnent le plaisir de voir couler le sang à flots, sans que les pieds du parterre risquent d'y glisser. Essayez de jeter un regard furtif sur cette arène. Entrez! Quelle nudité! Les murs, couverts d'un papier gras à hauteur d'homme, n'offrent pas une seule image qui puisse rafraîchir l'âme. Il ne s'y trouve même pas un clou pour faciliter le suicide. Le parquet est usé, malpropre. Une table oblongue occupe le centre de la salle. La simplicité des chaises de paille pressées autour de ce tapis usé par l'or annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la fortune et pour le luxe. Cette antithèse humaine se découvre partout où l'âme réagit puissamment sur elle-même. L'amoureux veut mettre sa maîtresse dans la soie, la revêtir d'un moelleux tissu d'Orient, et la plupart du temps il la possède sur un grabat. L'ambitieux se rêve au fait du pouvoir, tout en s'aplatissant dans la boue du servilisme. Le marchand végète au fond d'une boutique humide et malsaine, en élevant un vaste hôtel d'où son fils, héritier précoce, sera chassé par une licitation fraternelle. Enfin, existe-t-il chose plus déplaisante qu'une maison de plaisir ? Singulier problème. Toujours en opposition avec lui-même, trompant ses espérances par ses mots présents, et ses mots par un avenir qui ne lui appartient pas. L'homme imprime à tous ses actes le caractère de l'inconséquence et de la faiblesse. Ici-bas, rien n'est complet que le malheur. Au moment où le jeune homme entra dans le salon,
quelques joueurs s'y trouvaient déjà. 3 vieillards à tête chauve étaient nonchalamment assis autour du tapis vert. Leurs visages de plâtre, impassibles comme ceux des diplomates, révélaient des âmes blasées, des cœurs qui depuis longtemps avaient désappris de palpiter, même en risquant les biens paraphernaux d'une femme. Un jeune Italien aux cheveux noirs, au teint olivâtre, était accoudé tranquillement au bout de la table et paraissait écouter ses pressentiments secrets qui crient fatalement à un joueur. Oui, non. Cette tête méridionale respirait l'or et le feu. 7 ou 8 spectateurs, debout, rangés de manière à former une galerie, attendaient les scènes que leur préparaient les coups du sort, les figures des acteurs, le mouvement de l'argent et celui des râteaux. Ces désœuvrés étaient là, silencieux, immobiles, attentifs comme l'est le peuple à la grève quand le bourreau tranche une tête. Un grand homme sec, en habit râpé, tenait un registre d'une main et de l'autre une épingle pour marquer les passes de la rouge ou de la noire. C'était un de ces tantales modernes qui vivent en marge de toutes les jouissances de leur siècle, un de ces avares sans trésor qui jouent une mise imaginaire, espèce de fou raisonnable qui se consolait de ses misères en caressant une chimère, qui agissait enfin avec le vice et le danger comme les jeunes prêtres avec l'Eucharistie, quand ils disent des messes blanches. En face de la banque, un ou deux de ces fins spéculateurs, experts des chances du jeu, et semblables à d'anciens forçats qui ne s'effraient plus des galères, étaient venus là pour hasarder 3 coups et remporter immédiatement le gain probable duquel ils vivaient. De vieux garçons de salle se promenaient nonchalamment les bras croisés, et de temps en temps regardaient le jardin par les fenêtres, comme pour montrer aux passants leurs plates figures, en guise d'enseigne. Le tailleur et le banquier venaient de jeter sur les porteurs ce regard blême qui les tue, et disaient d'une voix grêle « Faites le jeu !» quand le jeune homme ouvrit la porte. Le silence devint en quelque sorte plus profond, et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité. Chose inouïe. Les vieillards émoussés, les employés pétrifiés, les spectateurs, et jusqu'aux fanatiques italiens, tous, en voyant l'inconnu, éprouvèrent je ne sais quel sentiment épouvantable. Ne faut-il pas être bien malheureux pour obtenir de la pitié, bien faible pour exciter une sympathie, ou d'un bien sinistre aspect pour faire frissonner les âmes dans cette salle où les douleurs doivent être muettes, la misère gaie, le désespoir décent? Eh bien, il y avait de tout cela dans la sensation neuve qui remua ses cœurs glacés quand le jeune homme entra. Mais les bourreaux n'ont-ils pas quelquefois pleuré sur les vierges dont les blondes têtes devaient être coupées à un signal de la Révolution? Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère. Ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce nébuleuse. Son regard attestait des efforts trahis, 1000 espérances trompées. La morne impassibilité du suicide donnait à son front une pâleur mate et maladive. Un sourire amer dessinait de légers plis dans les coins de sa bouche, et sa physionomie exprimait une résignation qui faisait mal à voir. Quelque secret génie scintillait au fond de ses yeux, voilé peut-être par les fatigues du plaisir. Était-ce la débauche qui marquait de son sale cachet cette noble figure, jadis pure et brûlante, maintenant dégradée? Les médecins auraient sans doute attribué à des lésions au cœur ou à la poitrine le cercle jaune qui encadrait les paupières et la rongeur qui marquait les joues, tandis que les poètes eussent voulu reconnaître à ces signes les ravages de la science, les traces de nuit passées à la lueur d'une lampe studieuse. Mais une passion plus mortelle que la maladie, une maladie plus impitoyable que l'étude et le génie altérait cette jeune tête, contractait ses muscles vivaces, tordait ce cœur qu'avaient seulement effleuré les orgies, l'étude et la maladie. Comme lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne, les condamnés l'accueillent avec respect. Ainsi, tous ces démons humains, experts en torture, saluèrent une douleur inouïe, une blessure profonde que sondait leur regard, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie, à l'élégante misère de ses vêtements. Le jeune homme avait bien un frac de bon goût,
Mais la jonction de son gilet et de sa cravate était trop savamment maintenue pour qu'on lui supposât du linge. Ses mains, jolies comme des mains de femme, étaient d'une douteuse propreté. Enfin, depuis 2 jours, il ne portait plus de gants. Si le tailleur et les garçons de salle eux-mêmes frissonnèrent, c'est que les enchantements de l'innocence florissaient par vestiges dans ses formes grêles et fines, dans ses cheveux blonds et rares, naturellement bouclés. Cette figure avait encore 25 ans, et le vice paraissait n'y être qu'un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les ravages d'une impuissante lubricité. Les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient, en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Le jeune homme se présentait là comme un ange sans rayon, égaré dans sa route. Ainsi, tous ces professeurs émérites de vice et d'infamie, semblables à une vieille femme édentée, prise de pitié à l'aspect d'une belle fille qui s'offre à la corruption, furent-ils prêts à crier au novice « Sortez !» Celui-ci marcha droit à la table, s'y tint debout, jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait à la main et qui roula sur noir. Puis, comme les âmes fortes, à beau rang de chicanières incertitudes, il lança sur le tailleur un regard tout à la fois turbulent et calme. L'intérêt de ce coup était si grand que les vieillards ne firent pas de mise. Mais l'Italien saisit avec le fanatisme de la passion une idée qui vint lui sourire, et ponta sa masse d'or en opposition au jeu de l'inconnu. Le banquier oublia de dire ces phrases qui se sont à la longue converties en un cri rauque et inintelligible. « Faites le jeu est fait, rien ne l'a plus !» Le tailleur étala les cartes et sembla souhaiter bonne chance au dernier venu, indifférent qu'il était à la perte ou au gain fait par les entrepreneurs de ces sombres plaisirs. Chacun des spectateurs voulut voir un drame et la dernière scène d'une noble vie dans le sort de cette pièce d'or. Leurs yeux arrêtés sur les cartons fatidiques étincelèrent. Mais, malgré l'attention avec laquelle ils regardèrent attentivement le jeune homme et les cartes, ils ne purent apercevoir aucun symptôme d'émotion sur sa figure froide et résignée. « Rouge, pair, passe !» dit officiellement le tailleur. Une espèce de râle sourd sortit de la poitrine de l'Italien lorsqu'il vit tomber un à un les billets pliés que lui lança le banquier. Quant au jeune homme, il ne comprit sa ruine qu'au moment où le râteau s'allongea pour ramasser son dernier Napoléon. L'ivoire fit rang d'un bruit sec à la pièce, qui, rapide comme une flèche, alla se réunir au tas d'or étalé devant la caisse. L'inconnu ferma les yeux doucement. Ses lèvres blanchirent, mais il releva bientôt ses paupières. Sa bouche reprit une rougeur de corail. Il affecta l'air d'un Anglais pour qui la vie n'a plus de mystère et disparut sans mendier une consolation par un de ces regards déchirants que les joueurs au désespoir lancent assez souvent sur la galerie. Combien d'événements se pressent dans l'espace d'une seconde, et que de choses dans un coup de dé. « Voilà sans doute sa dernière cartouche !» dit en souriant le croupier, après un moment de silence pendant lequel il tint cette pièce d'or entre le pouce et l'index pour la montrer aux assistants. « C'est un cerveau brûlé qui va se jeter à l'eau !» répondit un habitué, en regardant autour de lui les joueurs qui se connaissaient tous. « Bah !» s'écria le garçon de chambre en prenant une prise de tabac. « Si nous avions imité monsieur !» dit un des vieillards à ses collègues en désignant l'Italien. Tout le monde regarda l'heureux joueur dont les mains tremblaient en comptant ses billets de banque. « J'ai entendu, dit-il, une voix qui me criait dans l'oreille. Le jeu aura raison contre le désespoir de ce jeune homme. Ce n'est pas un joueur, reprit le banquier. Autrement, il aurait groupé son argent en 3 masses pour se donner plus de chance. Le jeune homme passait sans réclamer son chapeau. Mais le vieux molosse, ayant remarqué le mauvais état de cette guenille, la lui rendit sans proférer une parole. Le joueur restitua l'affiche par un mouvement machinal et descendit les escaliers en sifflant, dit tanti palpiti d'un souffle si faible qu'il en entendit à peine lui-même les notes délicieuses. Il se trouva bientôt sous les galeries du Palais-Royal, alla jusqu'à la rue Saint-Honoré,
prit le chemin des Tuileries et traversa le jardin d'un pas irrésolu. Il marchait comme au milieu d'un désert, coudoyé par des hommes qu'il ne voyait pas, n'écoutant à travers les clameurs populaires qu'une seule voix, celle de la mort. Enfin, perdu dans une engourdissante méditation, semblable à celle dont jadis étaient saisis les criminels qu'une charrette conduisait du palais à la grève vers cet échafaud, rouge de tout le sang versé depuis 1793. Il existe je ne sais quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide. Les chutes d'une multitude de gens sont sans danger, comme celles des enfants qui tombent de trop bas pour se blesser. Mais quand un grand homme se brise, il doit venir de bien haut, s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir entrevu quelques paradis inaccessibles. Implacables doivent être les ouragans qui le forcent à demander la paix de l'âme à la bouche d'un pistolet. Combien de jeunes talents confinés dans une mansarde s'étiolent et périssent faute d'un ami, faute d'une femme consolatrice, au sein d'un million d'êtres, en présence d'une foule lassée d'or et qui s'ennuie. À cette pensée, le suicide prend des proportions gigantesques. Entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelait un jeune homme à Paris, Dieu seul sait combien se heurtent de conceptions, de poésies abandonnées, de désespoir et de cris étouffés, de tentatives inutiles et de chefs-d'œuvre avortés. Chaque suicide est un poème sublime de mélancolie. Où trouverez-vous, dans l'océan des littératures, un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec ces lignes? Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du pont des Arts. Devant ce laconisme parisien, les drames, les romans, tout pâlit, même ce vieux frontispice. Les lamentations du glorieux roi de Caërnavan, mis en prison par ses enfants. Dernier fragment d'un livre perdu, dont la seule lecture faisait pleurer ce Sterne, qui lui-même délaissait sa femme et ses enfants. L'inconnu fut assailli par 1000 pensées semblables, qui passaient en lambeaux dans son âme, comme des drapeaux déchirés voltigent au milieu d'une bataille. S'il déposait pendant un moment le fardeau de son intelligence et de ses souvenirs pour s'arrêter devant quelques fleurs, dont les têtes étaient mollement balancées par la brise parmi les massifs de verdure, bientôt saisi par une convulsion de la vie qui regimbait encore, sous la pesante idée du suicide, il levait les yeux au ciel. Là, des nuages gris, des bouffées de vent chargées de tristesse, une atmosphère lourde lui conseillait encore de mourir. Il s'achemina vers le pont royal en songeant aux dernières fantaisies de ses prédécesseurs. Il souriait en se rappelant que Lord Castelragh avait satisfait le plus humble de nos besoins avant de se couper la gorge, et que l'académicien Auger avait été chercher sa tabatière pour priser tout en marchant à la mort. Il analysait ces bizarreries et s'interrogeait lui-même, quand, en se serrant contre le parapet du pont pour laisser passer un fort de la halle, celui-ci ayant légèrement blanchi la manche de son habit, il se surprit à en secouer soigneusement la poussière. Arrivé au point culminant de la voûte, il regarda l'eau d'un air sinistre. « Mauvais temps pour se noyer !» lui dit en riant une vieille femme vêtue de haillons. « Est-elle sale et froide la Seine ?» Il répondit par un sourire plein de naïveté qui attestait le délire de son courage. Mais il frissonna tout à coup en voyant de loin, sur le port des Tuileries, la baraque surmontée d'un écriteau où ces paroles sont tracées en lettres hautes d'un pied. « Secours aux asphyxiés ». Monsieur Dacheux lui apparut, armé de sa philanthropie, réveillant et faisant mouvoir ces vertueux avirons qui cassent la tête aux noyés, quand, malheureusement, il remonte sur l'eau. Il l'aperçut, ameutant les curieux, quêtant un médecin, apprêtant des fumigations. Il lut les doléances des journalistes, écrites entre les joies d'un festin et le sourire d'une danseuse. Il entendit sonner les écus, comptés à des bateliers pour sa tête, par le préfet de la Seine. Mort, il valait 50 francs. Mais vivant, il n'était qu'un homme de talent sans protecteur, sans amis, sans paillasse, sans tambour, un véritable zéro social, inutile à l'État, qui n'en avait aucun souci. Une mort en plein jour lui parut ignoble. Il résolut de mourir pendant la nuit, afin de livrer un cadavre indéchiffrable à cette société qui méconnaissait la grandeur de sa vie.
Il continua donc son chemin et se dirigea vers le quai Voltaire, en prenant la démarche indolente d'un désœuvré qui veut tuer le temps. Quand il descendit les marches qui terminent le trottoir du pont, à l'angle du quai, son attention fut excitée par les bouquins étalés sur le parapet. Peu s'en fallut qu'il n'en marchanda quelques-uns. Il se prit à sourire, remit philosophiquement les mains dans ses goussets et allait reprendre son allure d'insouciance où perçait un froid dédain, quand il entendit avec surprise quelques pièces retentir d'une manière véritablement fantastique au fond de sa poche. Un sourire d'espérance illumina son visage, glissa de ses lèvres sur ses traits, sur son front, fit briller de joie ses yeux et ses joues sombres. Cette étincelle de bonheur ressemblait à ces feux qui courent dans les vestiges d'un papier déjà consumé par la flamme. Mais le visage eut le sort des cendres noires. Il redevint triste, quand l'inconnu, ayant vivement retiré la main de son gousset, aperçut 3 gros sous. « Ah, mon bon monsieur, la carita, Catarina, un petit sou pour avoir du pain. » Un jeune ramoneur dont la figure bouffie était noire, le corps brun de suie, les vêtements déguenillés, tendit la main à cet homme pour lui arracher ses derniers sous. À 2 pas du petit Savoyard, un vieux pauvre honteux, maladif, souffreteux, ignoblement vêtu d'une tapisserie trouée, lui dit d'une grosse voix sourde : « Monsieur, donnez-moi ce que vous voulez, je prierai Dieu pour vous. » Mais quand l'homme jeune eut regardé le vieillard, celui-ci se tut et ne demanda plus rien, reconnaissant peut-être sur ce visage funèbre la livrée d'une misère plus âpre que n'était la sienne. « La carita, la carita !» L'inconnu jeta sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre en quittant le trottoir pour aller vers les maisons. Il ne pouvait plus supporter le poignant aspect de la scène. « Nous prierons Dieu pour la conservation de vos jours », lui dirent les 2 mendiants. En arrivant à l'étalage d'un marchand d'estampes, cet homme presque mort rencontra une jeune femme qui descendait d'un brillant équipage. Il contempla délicieusement cette charmante personne dont la blanche figure était harmonieusement encadrée dans le satin d'un élégant chapeau. Il fut séduit par une taille svelte, par de jolis mouvements. La robe, légèrement relevée par le marchepied, lui laissa voir une jambe dont les fins contours étaient dessinés par un bas blanc et bien tiré. La jeune femme entra dans le magasin. Il marchanda des albums, des collections de lithographies. Elle en acheta pour plusieurs pièces d'or qui étincelèrent et sonnèrent sur le comptoir. Le jeune homme, en apparence occupé sur le seuil de la porte à regarder des gravures exposées dans la montre, échangea vivement avec la belle inconnue l'œillade la plus perçante que puisse lancer un homme, contre un de ces coups d'œil insouciants jetés au hasard sur les passants. C'était, de sa part, un adieu à l'amour, à la femme. Mais cette dernière et puissante interrogation ne fut pas comprise, ne remua pas ce cœur de femme frivole, ne la fit pas rougir, ne lui fit pas baisser les yeux. Qu'était-ce pour elle ? Une admiration de plus, un désir inspiré qui, le soir, lui suggérait cette douce parole : « J'étais bien aujourd'hui. » Le jeune homme passa promptement à un autre cadre et ne se retourna point quand l'inconnu remonta dans sa voiture. Les chevaux partirent, cette dernière image du luxe et de l'élégance s'éclipsa comme allait s'éclipser sa vie. Il se mit à marcher d'un pas mélancolique le long des magasins, en examinant sans beaucoup d'intérêt les échantillons de marchandises. Quand les boutiques lui manquèrent, il étudia le Louvre, l'Institut, les tours de Notre-Dame, celles du Palais, le Pont des Arts. Ces monuments paraissaient prendre une physionomie triste en reflétant les teintes grises du ciel, dont les rares clartés prêtaient un air menaçant à Paris, qui est soumis à d'inexplicables caprices de laideur et de beauté. Ainsi la nature elle-même conspirait à le plonger dans une extase douloureuse. En proie à cette puissance malfaisante dont l'action dissolvante trouve un véhicule dans le fluide qui circule en un air, il sentait son organisme arriver insensiblement au phénomène de la fluidité. Les tourments de cette agonie lui imprimaient un mouvement semblable à celui des vagues, et lui faisaient voir les bâtiments, les hommes, à travers un brouillard où tout ondoyait. Il voulut se soustraire aux titillations que produisaient sur son âme les réactions de la nature physique,
et se dirigea vers un magasin d'antiquités dans l'intention de donner une pâture à ses sens, ou d'y attendre la nuit en marchandant des objets d'art. C'était, pour ainsi dire, qu'était du courage et demander un cordial, comme les criminels qui se défient de leur force en allant à l'échafaud. Mais la conscience de sa prochaine mort rendit pour un moment au jeune homme l'assurance d'une duchesse qui a 2 amants, et il entra chez le marchand de curiosités d'un air dégagé, laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d'un ivrogne. N'était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort ? Il retomba bientôt dans ses vertiges, et continua d'apercevoir les choses sous d'étranges couleurs ou animé d'un léger mouvement, dont le principe était sans doute dans une irrégulière circulation de son sang, tantôt bouillonnant comme une cascade, tantôt tranquille et fade comme l'eau tiède. Il demanda simplement à visiter le magasin pour chercher s'il ne renfermait pas quelque singularité à sa convenance. Un jeune garçon à figure fraîche et joufflue, à chevelure rousse et coiffé d'une casquette de loutre, commit la garde de la boutique à une vieille paysanne, espèce de caliban femelle, occupée à nettoyer un poêle dont les merveilles étaient dues au génie de Bernard de Palissy. Puis il dit à l'étranger d'un air insouciant : « Voyez, monsieur, voyez, nous n'avons en bas que des choses assez ordinaires. Mais si vous voulez prendre la peine de monter au premier étage, je pourrais vous montrer de fort belles momies du Caire, plusieurs poteries incrustées, quelques ébènes sculptées, vraie Renaissance, récemment arrivées, et qui sont de toute beauté. » Dans l'horrible situation où se trouvait l'inconnu, ce babil de Cicérone, ces phrases sottement mercantiles, furent pour lui comme les taquineries mesquines par lesquelles des esprits étroits assassinent un homme de génie. Portant sa croix jusqu'au bout, il parut écouter son conducteur et lui répondit par geste ou par monosyllabe. Mais insensiblement, il sut conquérir le droit d'être silencieux et put se livrer sans crainte à ses dernières méditations qui furent terribles. Il était poète et son âme rencontra fortuitement une immense pâture. Il devait voir par avance les ossements de 20 mondes. Au premier coup d'œil, les magasins lui offrirent un tableau confus dans lequel toutes les œuvres humaines et divines se heurtaient. Des crocodiles, des singes, des boas empaillés souriaient à des vitraux d'église, semblaient vouloir mordre des bustes, courir après des lacs ou grimper sur des lustres. Un vase de Sèvres, où Madame Jacotot avait peint Napoléon, se trouvait auprès d'un sphinx dédié à Sésostris. Le commencement du monde et les événements d'hier se mariaient avec une grotesque bonhomie. Un tourne-broche était posé sur un ostensoir, un sabre républicain sur une hacquebute du Moyen-Âge. Madame du Barry, peinte au pastel par Latour, une étoile sur la tête, nue et dans un nuage, paraissait contempler avec concupiscence une chibouque indienne, en cherchant à deviner l'utilité des spirales qui serpentaient vers elle. Les instruments de mort, poignards, pistolets curieux, armes à secret, étaient jetés pêle-mêle avec des instruments de vie, soupières en porcelaine, assiettes de Saxe, tasses orientales venues de Chine, salières antiques, drageoirs féodaux. Un vaisseau d'ivoire voguait à pleine voile sur le dos d'une immobile tortue. Une machine pneumatique éborgnait l'empereur Auguste, majestueusement impassible. Plusieurs portraits d'échevins français, de bourgmestres hollandais, insensibles alors que pendant leur vie s'élevaient au-dessus de ce chaos d'antiquité en y lançant un regard pâle et froid. Tous les pays de la terre semblaient avoir apporté là un débris de leur science, un échantillon de leurs arts. C'était une espèce de fumier philosophique auquel rien ne manquait, ni le calumet du sauvage, ni la pantoufle vert et or du sérail, ni le yatagan du mort, ni l'idole des Tartares. Il y avait jusqu'à la blague à tabac du soldat, jusqu'au ciboire du prêtre, jusqu'aux plumes d'un trône. Ces monstrueux tableaux étaient encore assujettis à 1000 accidents de lumière, par la bizarrerie d'une multitude de reflets dus à la confusion des nuances, à la brusque opposition des jours et des noirs. L'oreille croyait entendre des cris interrompus, l'esprit saisir des drames inachevés, l'œil apercevoir des lueurs mal étouffées.
Enfin, une poussière obstinée avait jeté son léger voile sur tous ces objets, dont les angles multipliés et les sinuosités nombreuses produisaient les effets les plus pittoresques. L'inconnu compara d'abord ces trois salles gorgées de civilisation, de culte, de divinité, de chef-d'œuvre, de royauté, de débauche, de raison et de folie, à un miroir plein de facettes dont chacune représentait un monde. Après cette impression brumeuse, il voulut choisir ses jouissances, mais à force de regarder, de penser, de rêver, il tomba sous la puissance d'une fièvre, due peut-être à la faim, qui rugissait dans ses entrailles. La vue de tant d'existences nationales ou individuelles, attestées par ces gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir l'essence du jeune homme. Le désir qu'il avait poussé dans le magasin fut exaucé. Il sortit de la vie réelle, monta par degrés vers un monde idéal, arriva dans les palais enchantés de l'extase, où l'univers lui apparut par bribes et en traits de feu, comme l'avenir jadis passa flamboyant aux yeux de Saint Jean dans Patmos. Une multitude de figures endolories, gracieuses et terribles, obscures et lucides, lointaines et rapprochées, se leva par masses, par myriades, par générations. L'Égypte, roide, mystérieuse, se dressa de ses sables, représentée par une momie qu'enveloppaient des bandelettes noires. Les pharaons ensevelissant des peuples pour se construire une tombe. Moïse, les Hébreux, le désert, il entrevit tout un monde antique et solennel. Fraîche et suave, une statue de marbre assise sur une colonne torse et rayonnant de blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de l'Ionie. Ah, qui n'aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune fille brune dansant dans la file argile d'un vase étrusque, devant le dieu Priape qu'elle saluait d'un air joyeux. En regard, une reine latine caressait sa chimère avec amour. Les caprices de la Rome impériale respiraient là, tout entier, et révélaient le bain, la couche, la toilette d'une Julie indolente, songeuse, attendant son tibule. Armée du pouvoir des talismans arabes, la tête de Cicéron évoquait les souvenirs de la Rome libre et lui déroulait les pages de Tite Live. Le jeune homme contempla Senatus Populus Romanus, le consul, les licteurs, les toges bordées de pourpre, les luttes du forum. Le peuple courroucé défilait lentement devant lui, comme les vaporeuses figures d'un rêve. Enfin, la Rome chrétienne dominait ses images. Une peinture ouvrait les cieux. Il y voyait la Vierge Marie, plongée dans un nuage d'or, au sein des anges, éclipsant la gloire du soleil, écoutant les plaintes des malheureux auxquels cette Ève régénérée souriait d'un air doux. En touchant une mosaïque faite avec les différentes laves du Vésuve et de l'Etna, son âme s'élançait dans la chaude et fauve Italie. Il assistait aux orgies des Borgia, courait dans les Abruzzes, aspirait aux amours italiennes, se passionnait pour les blancs visages aux longs yeux noirs. Il frémissait des dénouements nocturnes, interrompus par la froide épée d'un mari, en apercevant une dague du Moyen-Âge dont la poignée était travaillée comme l'est une dentelle et dont la rouille ressemblait à des taches de sang. L'Inde et ses religions revivaient, dans un magot chinois coiffé de son chapeau pointu, à losange relevé, paré de clochettes vêtues d'or et de soie. Près du magot, une natte, jolie comme la bayadère qui s'y était roulée, exhalait encore les odeurs du sandal. Un monstre du Japon dont les yeux restaient tordus, la bouche contournée, les membres torturés, réveillait l'âme par les inventions d'un peuple qui, fatigué du beau toujours unitaire, trouve d'ineffables plaisirs dans la fécondité des laideurs. Une salière, sortie des ateliers de Benvenuto Cellini, le reportait au sein de la Renaissance, au temps où les arts et la licence fleurissaient, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles couchés dans les bras des courtisanes décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. Il vit les conquêtes d'Alexandre sur un camée, les massacres de Pisa dans une arquebuse à mèche, les guerres de religion échevelées, bouillantes, cruelles, au fond d'un casque. Puis, les riantes images de la chevalerie sourdirent d'une armure de 1000 ans supérieurement damasquinée, bien fourbie, et sous la visière de laquelle brillaient encore les yeux d'un paladin. Cet océan de meubles, d'inventions, de modes, d'œuvres, de ruines, lui composait un poème sans fin.
Forme, couleur, pensée, tout revivait là, mais rien de complet ne s'offrait à l'âme. Le poète devait achever les croquis du grand peintre qui avait fait cette immense palette où les innombrables accidents de la vie humaine étaient jetés à profusion, avec dédain. Après s'être emparé du monde, après avoir contemplé des pays, des âges, des règnes, le jeune homme revint à des existences individuelles. Il se repersonnifia, s'empara des détails en repoussant la vie des nations comme trop accablante pour un seul homme. Là dormait un enfant de cire, sauvé du cabinet de Ruysch, et cette ravissante créature lui rappelait les joies de son jeune âge. Au prestigieux aspect du pagne virginal de quelques filles d'Otaïti, sa brûlante imagination lui peignait la vie simple de la nature, la chaste nudité de la vraie pudeur, les délices de la paresse si naturelle à l'homme, toute une destinée calme au bord d'un ruisseau frais et rêveur, sous un bananier, qui dispensait une manne savoureuse, sans culture. Mais tout à coup, il devenait corsaire et revêtait la terrible poésie empreinte dans le rôle de Lara, vivement inspiré par les couleurs nacrées de 1000 coquillages, exalté par la vue de quelques madrépores qui sentaient le varech, les algues et les ouragans atlantiques. Admirant plus loin les délicates miniatures, les arabesques d'azur et d'or qui enrichissaient quelques précieux missels manuscrits, il oubliait les tumultes de la mer. Mollement balancé dans une pensée de paix, il épousait de nouveau l'étude et la science, souhaitait la grasse vie des moines exempts de chagrin, exempts de plaisir, et se couchait au fond d'une cellule, en contemplant par sa fenêtre en ogive les prairies, les bois, les vignobles de son monastère. Devant quelques teniers, il endossait la casaque d'un soldat ou la misère d'un ouvrier. Il désirait porter le bonnet sale et enfumer des flamands, s'enivrer de bière, jouait aux cartes avec eux et souriait à une grosse paysanne d'un attrayant embonpoint. Il grelottait en voyant une tombée de neige de Mieris, ou se battait en regardant un combat de Salvatore Rosa. Il caressait un tomahawk d'Illinois et sentait le scalpel d'un Cherokee qui lui enlevait la peau du crâne. Émerveillé à l'aspect d'un rebec, il le confiait à la main d'une châtelaine dont il écoutait la romance mélodieuse en lui déclarant son amour le soir, auprès d'une cheminée gothique, dans la pénombre où se perdait un regard de consentement. Il s'accrochait à toutes les joies, saisissait toutes les douleurs, s'emparait de toutes les formules d'existence en éparpillant si généreusement sa vie et ses sentiments sur les simulacres de cette nature plastique et vide, que le bruit de ses pas retentissait dans son âme comme le son lointain d'un autre monde, comme la rumeur de Paris arrive sur les tours de Notre-Dame. En montant l'escalier intérieur qui conduisait aux salles situées au premier étage, il vit des boucliers votifs, des panoplies, des tabernacles sculptés, des figures en bois pendues au mur, posées sur chaque marche. Poursuivi par les formes les plus étranges, par des créations merveilleuses assises sur les confins de la mort et de la vie, il marchait dans les enchantements d'un songe. Enfin, doutant de son existence, il était comme ces objets curieux, ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants. Quand il entra dans les nouveaux magasins, le jour commençait à pâlir, mais la lumière semblait inutile aux richesses resplendissantes d'or et d'argent qui s'y trouvaient entassées. Les plus coûteux caprices de dissipateurs morts sous des mansardes après avoir possédé des millions étaient dans ce vaste bazar des folies humaines. Une écritoire payée 100 000 francs et rachetée pour 100 sous gisait auprès d'une serrure à secret dont le prix aurait suffi jadis à la rançon d'un roi. Là, le génie humain apparaissait dans toutes les pompes de sa misère, dans toute la gloire de ses petitesses gigantesques. Une table d'ébène, véritable idole d'artiste, sculptée d'après les dessins de Jean Goujon et qui coûta jadis plusieurs années de travail, avait été peut-être acquise au prix du bois à brûler. Des coffrets précieux, des meubles faits par la main des fées, y étaient dédaigneusement amoncelés. « Vous avez des millions ici !» s'écria le jeune homme, en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d'appartements, dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. « Dites des milliards !» répondit le gros garçon joufflu. « Mais ce n'est rien encore. Montez au 3e étage et vous verrez. »
L'inconnu suivit son conducteur et parvint à une quatrième galerie où successivement passèrent devant ses yeux fatigués plusieurs tableaux du Poussin, une sublime statue de Michel-Ange, quelques ravissants paysages de Claude Lorrain, un Girardot qui ressemblait à une page de Sterne, des Rembrandt, des Murillo, des Velázquez sombres et colorés, comme un poème de Lord Byron. Puis des bas-reliefs antiques, des coupes d'agate, des onyx merveilleux. Enfin, c'étaient des travaux à dégoûter du travail, des chefs-d'œuvre accumulés à faire prendre en haine les arts et à tuer l'enthousiasme. Il arriva devant une Vierge de Raphaël, mais il était las de Raphaël. Une figure de Corrège qui voulait un regard ne l'obtint même pas. Un vase inestimable en porphyre antique et dont les sculptures circulaires représentaient, de toutes les priapées romaines, la plus grotesquement licencieuse, délice de quelques Corines, eut à peine un sourire. Il étouffait sous les débris de 50 siècles évanouis. Il était malade de toutes ses pensées humaines, assassiné par le luxe et les arts, oppressé sous ses formes renaissantes qui, pareils à des monstres enfantés sous ses pieds par quelque malin génie, lui livraient un combat sans fin. Semblable en ses caprices à la chimie moderne, qui résume la création par un gaz, l'âme ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide concentration de ses jouissances, de ses forces ou de ses idées ? Beaucoup d'hommes ne périssent-ils pas sous le foudroiement de quelque acide moral, soudainement épandu dans leur être intérieur ? « Que contient cette boîte ?» demanda-t-il, en arrivant à un grand cabinet, dernier monceau de gloire, d'efforts humains, d'originalité, de richesse, parmi lesquels il montra du doigt une grande caisse carrée, construite en acajou, suspendue à un clou par une chaîne d'argent. « Ah, monsieur en a la clé !» dit le gros garçon avec un air de mystère. « Si vous désirez voir ce portrait, je me hasarderai volontiers à le prévenir. »« Vous hasardez ?» reprit le jeune homme. « Votre maître est-il un prince ?»« Mais je ne sais pas, » répondit le garçon. Ils se regardèrent pendant un moment aussi étonnés l'un que l'autre. L'apprenti interpréta le silence de l'inconnu comme un souhait et le laissa seul dans le cabinet. « Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps, en lisant les œuvres géologiques de Cuvier ? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur ? En découvrant, de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliers d'années, des millions de peuples, que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oublié, et dont la cendre, poussée à la surface de notre globe, y forme les 2 pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle ? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti comme Cadmus des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Ces figures se dressent, grandissent et meublent des régions en harmonie avec leur stature colossale. Il est poète avec des chiffres, il est sublime en posant un 0 près d'un 7. Il réveille le néant sans prononcer des paroles grandement magiques. Il fouille une parcelle de gypse, y aperçoit une empreinte et vous crie « Voyez !» Soudain, les marbres s'animalisent, la mort se vivifie, le monde se déroule. Après d'innombrables dynasties de créatures gigantesques, après des races de poissons et des clans de mollusques, arrive enfin le genre humain, produit dégénéré d'un type grandiose, brisé peut-être par le Créateur. Échauffés par son regard rétrospectif, ces hommes chétifs, nés d'hier, peuvent franchir le chaos, entonner un hymne sans fin et se configurer le passé de l'univers dans une sorte d'apocalypse rétrograde. En présence de cette épouvantable résurrection due à la voix d'un seul homme, la miette dont l'usufruit nous est concédé dans cet infini sans nom, commun à toutes les sphères et que nous avons nommé le temps, cette minute de vie nous fait pitié. Nous nous demandons,
écrasés que nous sommes sous tant d'univers en ruine. À quoi bon nos gloires, nos haines, nos amours? Et si, pour devenir un point intangible dans l'avenir, la peine de vivre doit s'accepter? Déracinés du présent, nous sommes morts jusqu'à ce que notre valet de chambre entre et vienne nous dire. Madame la comtesse a répondu qu'elle attendait monsieur. Les merveilles dont l'aspect venait de présenter au jeune homme toute la création connue mirent dans son âme l'abattement que produit chez le philosophe la vue scientifique des créations inconnues. Il souhaita plus vivement que jamais de mourir et tomba sur une échelle curule en laissant errer ses regards à travers les fantasmagories de ce panorama du passé. Les tableaux s'illuminèrent, les têtes de vierges lui sourirent, et les statues se colorèrent d'une vie trompeuse. À la faveur de l'ombre, et mise en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau brisé, ses œuvres s'agitèrent et tourbillonnèrent devant lui. Chaque magot lui jeta sa grimace. Les yeux des personnages représentés dans les tableaux remuèrent en pétillant. Chacune de ses formes frémit, sautilla, se détacha de sa place gravement, légèrement, avec grâce ou brusquerie, selon ses mœurs, son caractère et sa contexture. Ce fut un mystérieux sabbat, digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur le Brocken. Mais ces phénomènes d'optique enfantés par la fatigue, par la tension des forces oculaires ou par les caprices du crépuscule, ne pouvaient effrayer l'inconnu. Les terreurs de la vie étaient impuissantes sur une âme familiarisée avec les terreurs de la mort. Il favorisa même par une sorte de complicité railleuse les bizarreries de ce galvanisme moral dont les prodiges s'accouplaient aux dernières pensées qui lui donnaient encore le sentiment de l'existence. Le silence régnait si profondément autour de lui que bientôt il s'aventura dans une douce rêverie dont les impressions graduellement noires suivirent, de nuance en nuance, et comme par magie, les lentes dégradations de la lumière. Une lueur prête à quitter le ciel, ayant fait reluire un dernier reflet rouge en luttant contre la nuit, il leva la tête, vit un squelette à peine éclairé qui le montra du doigt, et pencha dubitativement le crâne de droite à gauche, comme pour lui dire « Les morts ne veulent pas encore de toi ». En passant la main sur son front pour en chasser le sommeil, le jeune homme sentit distinctement un vent frais, produit par je ne sais quoi de velu, qui lui effleura les joues et frissonna. Les vitres ayant retenti d'un claquement sourd, il pensa que cette froide caresse, digne des mystères de la tombe, lui avait été faite par quelque chauve-souris. Pendant un moment encore, les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes par lesquels il était entouré. Puis, toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire. La nuit, l'heure de mourir, était subitement venue. Il s'écoula, dès ce moment, un certain laps de temps pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres. Soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie profonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le cœur. Tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible et tressaillit comme, lorsqu'au milieu d'un brûlant cauchemar, nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs d'un abîme. Il ferma les yeux. Les rayons d'une vive lumière l'éblouissaient. Il voyait briller, au sein des ténèbres, une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L'homme le plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce personnage extraordinaire qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels. Néanmoins, pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle, il demeura dans le doute philosophique recommandé par Descartes et fut alors, malgré lui, sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d'analyser.